Elle a annoncé, tu ne joues pas dans la même cour que moi financièrement. Tu n'as pas l'étoffe d'un mari. Devant tout son entourage, j'ai répondu, tu as raison. J'ai envoyé un message et fini mon verre. Quelques minutes plus tard, quand l'hélicoptère s'est posé, elle a compris. Je m'appelle Arthur, j'ai 28 ans et je dirige une entreprise technologique à La Défense, près de Paris, depuis 4 ans. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste des solutions logicielles pour entreprises qui se sont transformées en un business de 45 millions d'euros. Nous aidons les sociétés à gérer leur infrastructure de données. Ce n'est pas exactement un sujet de conversation pour les cocktails mondains, mais saper les factures est bien plus encore. Le truc, c'est que j'ai appris très tôt que l'argent change la façon dont les gens vous voient. Généralement, pas d'une manière qui vous aide à savoir qui ils sont vraiment. J'ai fréquenté quelques femmes au début de la vingtaine qui sont soudainement devenues beaucoup plus intéressées une fois qu'elles ont appris ma situation financière. Je me demandais toujours si elles me voulaient moi ou mon compte en banque. Alors, quand j'ai rencontré Juliette il y a 14 mois, j'ai décidé d'essayer une approche différente. Garder la richesse sous silence, voir quel genre de personne elle était quand elle pensait que j'étais juste un informaticien gagnant correctement sa vie, mais rien de spectaculaire. Je l'ai rencontrée dans un café sympa du Marais. Elle y était tous les mardis et jeudis après-midi, des livres étalés sur une table d'angle, révisant pour ses partiels de fin d'année à l'université Paris-Dauphine. J'y allais depuis des mois pour travailler sur mon ordinateur portable, et nous avions échangé quelques regards. J'ai finalement pris mon courage à deux mains pour lui demander si elle voulait un autre café. Elle était magnifique, évidemment, mais aussi incroyablement intelligente. Nous avons parlé pendant 3 heures ce premier après-midi, de tout, des problèmes d'urbanisme de Paris à l'histoire de sa famille dans la capitale. Son arrière-grand-père était un grand industriel du textile à l'époque, et sa famille avait encore beaucoup d'argent. De la vieille fortune parisienne, le genre qui vient avec des attentes sociales et des adhésions à des cercles privés. Dès le premier jour, je voyais qu'elle essayait de cerner ma situation financière. Pas exactement comme une croqueuse de diamants, mais comme quelqu'un qui avait grandi dans l'opulence et qui était habitué à catégoriser les gens selon leur statut économique. Quand je suis passé la chercher pour notre premier vrai rendez-vous dans ma Peugeot 208, j'ai vu son regard s'y poser avec une expression subtile que je n'arrivais pas tout à fait à lire. Sympa la voiture, a-t-elle dit, mais le ton suggérait qu'elle était polie. J'avais délibérément choisi la Peugeot plutôt que l'Audi garée dans mon parking souterrain. Je voulais voir comment elle réagirait en sortant avec quelqu'un qui semblait appartenir à la classe moyenne plutôt qu'à l'élite. Au cours des mois suivants, j'ai eu droit à une leçon magistrale sur la façon dont les familles, vieille France, perçoivent les différences économiques. Jamais méchant, jamais directement insultant, mais il y avait de petites remarques et suggestions constantes qui révélaient son état d'esprit. Il y a ce restaurant incroyable près des Champs-Élysées, mais c'est probablement un peu cher, disait-elle en suggérant des plans pour le dîner. Mon père pourrait peut-être te présenter à des gens de la French Tech qui pourraient aider ta carrière, proposait-elle, supposant que j'avais besoin d'aide pour mon réseautage. J'adore que tu sois si raisonnable avec l'argent, a-t-elle dit une fois après que j'ai suggéré de partager l'addition d'un dîner coûteux. La plupart des hommes essaient de m'impressionner en dépensant bien plus qu'ils ne peuvent se le permettre. Sa famille était polie mais distante quand je les ai rencontrés. Ses parents, Victoire et Hubert, me traitaient comme un jeune homme assez plaisant mais clairement temporaire. Ils posaient des questions basiques sur mon travail, hochaient poliment la tête quand j'expliquais ce que faisait mon entreprise, puis changeaient de sujet pour des thèmes qu'ils trouvaient plus intéressants. Son oncle Stanislas était le pire, un banquier d'affaires, probablement au début de la cinquantaine, le genre de type qui portait sa réussite comme un uniforme. Il avait cette façon de me parler de haut qui était assez subtile pour éviter d'être grossière, mais assez claire pour que je quitte toujours les réunions de famille avec le sentiment d'avoir été évalué et jugé insuffisant. L'informatique, hein, avait-il dit lors de notre première rencontre. Domaine compétitif. J'espère que tu mets de l'argent de côté pour quand le marché se retournera. La scène tech parisienne est assez volatile, ajoutait-il. C'est intelligent de garder des attentes réalistes. Je ne lui avais jamais dit ce que valait mon entreprise ni à quoi ressemblait ma situation financière personnelle. Dans son esprit, j'étais un employé de start-up sortant avec quelqu'un au-dessus de sa condition. Et il prenait plaisir à me rappeler cette dynamique. Le plus étrange, c'est que j'ai commencé à intérioriser une partie de tout ça. Pas parce que je croyais ne pas avoir réussi, mais parce qu'être constamment traité comme si j'étais inférieur finit par affecter la façon dont on se voit dans cet environnement. Je me retrouvais à me sentir sur la défensive à propos de mes choix, de mon mode de vie,
de mon manque apparent d'ambition pour vivre plus ostentatoirement. Juliette ne disait jamais rien de directement critique, mais il y avait des schémas. Elle suggérait des restaurants puis faisait rapidement marche arrière quand elle se rappelait que je ne voulais peut-être pas dépenser autant. Elle parlait d'idées de vacances puis pivotait vers des options plus réalistes quand elle se reprenait. Elle mentionnait quelque chose qu'elle voulait acheter puis plaisantait sur le fait qu'elle devrait attendre de trouver un mari riche. Tout cela était dit avec affection, comme si elle était prévenante envers mes limites financières. Mais cela construisait cette dynamique où elle était celle qui était financièrement stable et qui me faisait une faveur en sortant avec quelqu'un de moins fortuné. Et j'étais le gars qui devait être reconnaissant pour sa flexibilité concernant mon statut économique. Sa fête de fin d'études a eu lieu le mois dernier. Elle en parlait depuis des semaines. Grande célébration au golf de Saint-Cloud, très exclusif. Tradition familiale. Tous ses parents et amis de la famille invités. Elle était fière d'avoir fini son master à Dauphine. Et ses parents organisaient cette fête élaborée pour célébrer. Ça va être assez chic, m'avait-elle prévenu quelques jours avant. Vraiment chic. Ma famille ne fait pas les choses à moitié pour ces occasions. Je lui ai dit que ça avait l'air génial, que j'avais hâte de célébrer avec elle. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'étais allé au golf de Saint-Cloud plein de fois pour des événements d'affaires. Mon entreprise sponsorisait leur tournoi caritatif depuis 2 ans. Le soir de la fête, je suis arrivé avec mon pantalon chino habituel et une chemise bien repassée. Assez correcte pour la plupart des occasions, mais définitivement pas assez habillé comparé à tous les autres. Des hommes en costume sur mesure qui coûtaient probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Des femmes dans des robes de créateurs. Juliette était incroyable, évidemment. Une robe noire qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, coiffure et maquillage faits par des professionnels. Elle m'a présenté à ses proches, et je pouvais les voir me jauger, essayant de me placer dans leur hiérarchie sociale. C'est Arthur, disait-elle. Il travaille dans l'informatique, pas, il dirige une entreprise, ou, il est entrepreneur. Juste, il travaille dans l'informatique, comme si j'étais l'employé de quelqu'un plutôt que le patron. La fête était tout ce qu'on pouvait attendre des vieilles familles parisiennes. Traiteur gastronomique avec plusieurs plats. Open bar avec du champagne millésimé. Musique live par un quartet de jazz. J'ai passé la première heure à faire la conversation avec ses proches, dont la plupart semblaient assez plaisants, mais n'étaient clairement pas particulièrement intéressés à me connaître. Les conversations étaient polies, mais superficielles, le genre d'interaction qu'on a avec quelqu'un qu'on ne s'attend pas à revoir. Stanislas tenait court près du bar, racontant ses derniers succès d'investissement à qui voulait bien l'entendre. Quand il m'a repéré, il m'a fait signe avec ce sourire condescendant. « Arthur, content de te revoir. Comment l'industrie du logiciel te traite-t-elle ? » « Je ne peux pas me plaindre, ai-je dit. On est bien occupé. C'est l'esprit. Continue de trimer. Peut-être que tu passeras cadre un jour. » Quelques-uns de ses amis ont pouffé de rire à ça. Comme si l'idée que je progresse au-delà de ma station actuelle était légèrement amusante. L'économie est dure pour les jeunes de nos jours, a continué Stanislas. Important d'avoir des attentes réalistes sur le style de vie que tu peux te permettre. J'ai hoché la tête poliment, mais quelque chose dans sa façon de le dire semblait différent de d'habitude, plus pointu, plus public, comme s'il établissait quelque chose pour le bénéfice du groupe. C'est là que les choses ont commencé à basculer. Juliette avait bu régulièrement tout au long de la soirée, devenant plus animée et confiante à mesure que la nuit avançait. Vers 22h, je me tenais près du bar à parler à l'un de ses cousins de la scène start-up parisienne quand elle s'est approchée de nous. « Arthur » a-t-elle dit, sa voix portant d'une manière qui a fait s'arrêter les conversations proches. « Je pense qu'il faut qu'on parle. » Le ton n'allait pas. C'était le ton d'une rupture publique. Je pouvais sentir les gens commencer à prêter attention. J'ai réfléchi à nous, à notre avenir, et je ne pense simplement pas que ça marche encore. Plus de conversation s'arrêtait maintenant. Les membres de sa famille se tournaient pour regarder ce qui se passait. Nous sommes dans des endroits différents financièrement. Nous avons des objectifs différents, des attentes différentes de la vie. Elle parlait plus fort maintenant, soit à cause de l'alcool, soit par envie d'avoir un public pour le point qu'elle essayait de faire. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui peut égaler mon ambition, qui peut offrir le genre de vie que je veux construire. L'humiliation était intentionnelle. Elle ne faisait pas juste rompre avec moi.
Elle le faisait publiquement devant toute sa famille, s'assurant que tout le monde comprenne que je n'étais pas assez bien pour ses standards. Bonne chance pour te payer le dîner sans l'aide de mon père, a-t-elle ajouté, ce qui a suscité quelques rires gênés de ses cousins. La cruauté de ce commentaire m'a frappé de plein fouet. Pas juste les mots, mais le fait qu'elle les ait dit devant des gens, comme si mes limites financières étaient un divertissement pour sa famille. C'est alors que Stanislas s'est approché, appréciant clairement le spectacle. « Ne le prends pas trop mal, fiston », a-t-il dit avec ce sourire patronisant que j'avais fini par détester au cours de l'année passée. Juliette a des standards à maintenir. Les attentes familiales, tu comprends ? Il jouait pour la galerie maintenant et il buvait ses paroles. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un de plus adapté à ta situation, a-t-il continué. Peut-être dans quelques années, quand ta carrière sera mieux établie. Tu pourras essayer de jouer à nouveau dans cette cour. Tout le cercle des membres de la famille regardait cette humiliation comme si c'était du théâtre de boulevard. De plus, a ajouté Stanislas, sa voix portant à travers la salle, maintenant, tu vas probablement supplier pour qu'on te laisse revenir une fois que tu réaliseras ce que tu perds. C'est là que quelque chose a fait clic en moi. Pas exactement de la colère, mais ce moment de compréhension limpide. Ces gens avaient passé 14 mois à m'évaluer, à me trouver insuffisant, et maintenant ils célébraient publiquement mon inadéquation. J'ai sorti mon téléphone et passé un seul appel. Karim ? Ouais, j'ai besoin d'une récupération au golf de Saint-Cloud. 30 minutes. J'ai rangé le téléphone et regardé Stanislas, puis Juliette, puis le cercle des membres de la famille qui regardaient toujours cela se dérouler comme un divertissement. J'apprécie le conseil sur le fait de connaître sa place, ai-je dit calmement. Puis j'ai marché vers le bar, commandé un whisky, et attendu. Les 28 minutes suivantes ont été les plus longues de la soirée. Je pouvais sentir les gens me regarder, se demandant probablement ce que je faisais, pourquoi je ne quittais pas les lieux de mon humiliation comme ils s'y attendaient. Juliette a essayé de m'approcher une ou deux fois, mais je n'étais pas intéressé à prolonger la conversation. Puis on a pu l'entendre avant de le voir. Le bruit distinctif des rotors d'hélicoptères devenant plus fort à mesure qu'il approchait du golfe. Les conversations ont commencé à s'éteindre alors que les gens essayaient de comprendre ce qui se passait. L'hélicoptère a atterri sur le terrain adjacent au clubhouse, les rotors tournant encore. Un hélicoptère d'entreprise, ultra moderne, avec « Dyna Systems » imprimé en grandes lettres des deux côtés. Le logo de mon entreprise visible par tout le monde à la fête. Tout l'événement était devenu silencieux. Tout le monde regardait par les baies vitrées, essayant de traiter ce qu'il voyait. J'ai fini mon whisky, laissé un billet de 20 € sur le bar pour le pourboire, et commencé à marcher vers la sortie. Arthur, a appelé Juliette derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. Attends, a-t-elle appelé à nouveau. Mais le bruit de l'hélicoptère devenait plus fort à mesure que je m'en approchais. En montant sur le siège passager, je pouvais voir toute la fête agglutinée aux fenêtres du club, téléphone sorti, probablement en train de chercher « Dyna Systems » sur Google, et réalisant que le gars qu'il venait de passer une heure à humilier valait plus d'argent que la plupart de leurs fonds fiduciaires réunis. Parfois, la meilleure réponse quand on vous dit que vous n'êtes pas à votre place, c'est de prouver que vous n'avez jamais eu besoin d'y être en premier lieu. Mise à jour 1. Karim m'a envoyé un message le lendemain matin avec des nouvelles de sa copine qui travaille dans l'événementiel au golf. Apparemment, la fête a viré au chaos total après mon départ. La première chose qui s'est passée, c'est que tout le monde a commencé à googler mon entreprise. Dyna Systems n'est pas exactement un nom connu du grand public, mais nous sommes très bien établis dans le logiciel d'entreprise. Quand les invités ont commencé à trouver des articles dans les échos sur notre récente levée de fonds en série C et mon profil dans la liste des 30 de moins de 30 ans du magazine Challenge, l'énergie dans la pièce a complètement changé. Juliette a pété les plombs. Complètement. Elle a essayé de courir après l'hélicoptère en talons, criant pour que j'attende. Quand ça n'a pas marché, elle a passé l'heure suivante à pleurer dans les toilettes du club pendant que sa mère et ses cousines essayaient de la calmer. Victoire était apparemment horrifiée, réalisant qu'il venait d'humilier publiquement un multimillionnaire à leur propre fête de famille. Hubert a immédiatement commencé à faire des recherches sur mon entreprise sur son téléphone, calculant probablement exactement combien d'argent il venait d'insulter. Mais la réaction de Stanislas était la meilleure partie. Il avait tenu le crachoir toute la soirée, se présentant aux gens comme l'oncle qui avait remis ce chasseur de dot à sa place. Le problème était que plusieurs des invités étaient des gens d'affaires parisiens qui ont reconnu le nom de mon entreprise et savaient exactement qui j'étais et ce que je valais.
À la fin de la soirée, le bruit courait dans la fête que Stanislas de Montmorency, ou peu importe son nom de famille, venait d'humilier publiquement l'un des jeunes entrepreneurs les plus prospères de France. Pas terrible pour quelqu'un dont la carrière dépend du réseautage et des relations d'affaires. Le coup de grâce a été les réseaux sociaux. Quelqu'un avait filmé le départ en hélicoptère et c'est devenu viral localement en quelques heures. Le hashtag Rupture Hélico a commencé à être tendance à Paris. La vidéo me montre marchant calmement vers cet hélicoptère d'entreprise tandis que Juliette crie mon nom en arrière-plan et que sa famille reste là, l'air complètement stupéfait. La vidéo a été reprise par quelques médias comme une histoire inspirante sur la revanche et le fait de ne pas juger les gens sur les apparences. En une semaine, elle avait plus d'1 million de vues et était partagée sur LinkedIn comme un exemple de confiance tranquille face à l'arrogance bruyante. Mon téléphone a explosé tout le week-end. Juliette appelait, envoyait des SMS, laissait des messages vocaux qui passaient de la confusion aux excuses puis au désespoir assez rapidement. Je ne savais pas, était le thème de la plupart d'entre eux. Tu aurais dû me le dire, ça change tout. On peut arranger ça. Mais c'est exactement le point qu'elle manquait. Elle ne savait pas. Et son comportement quand elle pensait que je n'avais rien révélait tout ce que j'avais besoin de savoir sur son caractère. L'argent n'a pas changé qui j'étais. Il a juste changé la façon dont elle me voyait. Stanislas a essayé d'appeler aussi. Quelque chose à propos de vouloir dissiper le malentendu et discuter d'opportunités d'affaires potentielles. Incroyable à quel point le ton de quelqu'un change rapidement quand il réalise qu'il vient d'insulter quelqu'un avec de vrais capitaux. Le meilleur message venait de sa mère. Arthur, j'espère que tu pourras pardonner le comportement de notre famille. Nous serions ravis de te recevoir à dîner cette semaine pour t'accueillir convenablement dans notre cercle. M'accueillir dans leur cercle. Après 14 mois à me traiter comme un cas social, j'ai passé le week-end chez moi, dans mon pantouse avec vue sur la tour Eiffel où je n'avais jamais emmené Juliette, juste à assimiler à quel point ils me traitaient différemment maintenant qu'ils connaissaient la vérité. Pas parce que j'avais changé du tout, mais parce que leur perception de ma valeur avait complètement basculé. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce que notre relation avait réellement signifié pour eux. Mise à jour 2. Cela fait 6 semaines depuis la fête de fin d'études, et Juliette a lancé ce qui ne peut être décrit que comme une campagne à grande échelle pour me récupérer. Le désespoir est honnêtement dur à regarder. Elle a commencé par se pointer à mon immeuble de bureau à La Défense, attendant dans le hall avec du café et des excuses. Mon assistante a dû appeler la sécurité 2 fois avant que je leur dise de ne plus la laisser monter. Elle a tout essayé, des excuses larmoyantes aux confrontations colériques sur le fait que j'avais menti par omission sur ma richesse. Tu m'as fait passer pour une idiote, a-t-elle dit lors d'une visite particulièrement dramatique dans le hall dont la moitié de mes employés a été témoin. Comment étais-je censé savoir que tu avais vraiment réussi ? Tu conduisais une Peugeot. C'est la partie qu'elle ne comprend toujours pas. Je ne cachais pas ma réussite pour la piéger. Je vivais modestement pour révéler ses vraies valeurs. Le fait qu'elle se sente idiote dit tout sur la raison pour laquelle elle était avec moi en premier lieu. Sa famille a redoublé d'efforts de réconciliation. Hubert a appelé 4 fois voulant discuter d'opportunités d'investissement avec mon entreprise. Victoire a envoyé des fleurs à mon bureau avec un mot sur les malentendus familiaux et combien ils avaient toujours admiré mon éthique de travail. Stanislas a essayé d'organiser un déjeuner pour parler d'intérêts commerciaux mutuels comme si nous avions toujours été des pairs au lieu qu'il passe un an à me parler comme si j'étais le projet caritatif de sa nièce. La campagne de pression sociale est la pire partie. Elle contacte tous les amis communs que nous avons, expliquant combien elle m'aime et que tout ceci est un grand malentendu. La moitié d'entre eux pensent que je devrais lui donner une autre chance parce que les gens font des erreurs quand ils ont bu. L'autre moitié pense que je suis complètement justifié de partir. Elle a posté de vieilles photos de nous sur Instagram avec des légendes sur le fait de surmonter les épreuves et l'amour étant plus fort que l'orgueil. C'est comme si elle essayait de réécrire l'histoire, prétendant que la rupture concernait des problèmes de communication plutôt que son humiliation publique parce que je n'étais pas assez riche pour ses standards. La chose la plus révélatrice s'est produite il y a 3 semaines. Je dînais chez l'Avenue quand je l'ai repéré à travers le restaurant avec un type qui essayait clairement de l'impressionner. Montre chère, parlant fort de son portefeuille d'actions, citant des noms de propriétaires d'entreprises locales. Elle avait l'air de s'ennuyer à mourir. Quand elle m'a vu, elle s'est excusée et est venue à ma table. Ce type est un loser complet, a-t-elle dit, comme si nous étions encore ensemble. Tout ce dont il parle, c'est d'argent et de statut. Ça me manque d'être avec quelqu'un de vrai, quelqu'un avec de la substance.
Quelqu'un de vrai? Après m'avoir largué parce que je n'avais pas assez d'argent. Tu m'as appris ce qui compte vraiment, a-t-elle continué. Le succès ne consiste pas à frimer. C'est une question de caractère. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. Mais voici ce qu'elle ne comprenait toujours pas. Elle était tombée amoureuse d'une version de moi qu'elle avait construite dans son esprit. Le gars humble et travailleur qui avait besoin de l'aide de sa famille pour faire avancer sa carrière. Elle n'avait jamais vraiment connu le vrai moi parce que le vrai moi avait testé son caractère tout le temps que nous étions ensemble. J'ai été clair avec tout le monde que ce n'est pas une question d'orgueil ou de sentiments blessés. C'est à propos de ce que j'ai appris sur elle quand elle pensait que je ne pouvais rien lui offrir de précieux. Cette information ne devient pas inutile juste parce qu'elle est désolée maintenant. Mise à jour finale. La vie sociale de Juliette à Paris s'est fondamentalement effondrée. La vidéo l'a rendue célèbre localement pour toutes les mauvaises raisons. Tout le monde connaît l'histoire maintenant. Comment elle a publiquement largué un millionnaire parce qu'il n'était pas assez riche, sans réaliser à qui elle parlait vraiment. C'est devenu une sorte de fable moderne que les gens partagent sur les préjugés et les comportements intéressés. Les rencontres ont été brutales pour elle d'après ce que j'entends par des amis communs. Les hommes riches ne la touchent pas parce qu'ils ont vu la vidéo et savent exactement ce qu'elle valorise dans les relations. Les autres gars savent qu'ils seront toujours comparés aux millionnaires qu'elle a perdus et ne veulent pas gérer ce bagage psychologique. La réputation de sa famille a pris un coup significatif aussi. Stanislas a perdu plusieurs relations d'affaires quand le bruit s'est répandu sur son comportement à la fête. Difficile de faire confiance au jugement de quelqu'un qui humilie publiquement des entrepreneurs à succès lors de rassemblements sociaux. Victoire et Hubert sont passés en mode gestion de crise totale, essayant de reconstruire des relations endommagées par l'erreur très publique de leur fille. Professionnellement, Juliette galère. 3 opportunités d'emploi sont tombées à l'eau quand les employeurs ont googlé son nom et trouvé des articles sur l'incident. Le monde des affaires parisien est plus petit qu'on ne le pense, et cette histoire est devenue une anecdote locale. Pendant ce temps, mon entreprise est entrée en bourse il y a 4 mois. Nous sommes maintenant valorisés à un peu plus de 200 millions d'euros, et j'ai fini sur la liste Forbes 30 Under 30 pour l'innovation logicielle. Le succès semble complètement mérité parce que je l'ai construit sans utiliser la richesse comme béquille sociale. Je vois quelqu'un d'incroyable maintenant. Raphaël est une avocate accomplie qui a monté son propre cabinet à partir de rien. Elle connaissait mon entreprise avant de me connaître personnellement, ce qui était rafraîchissant. Quand je lui ai parlé de la situation avec Juliette, sa réponse a été simple, « Dieu merci, tu as découvert qui elle était avant de l'épouser. » La différence est incroyable. Raphaël n'a pas besoin de mon argent, ne veut pas de mon argent, elle veut juste construire quelque chose ensemble comme des égaux. Elle s'enthousiasme pour mes succès professionnels de la même manière que je m'enthousiasme quand elle gagne de gros procès. C'est à ça que ressemble un vrai partenariat. Le mois dernier, j'ai pris la parole à la station F lors d'une conférence sur la culture d'entreprise durable. Juliette était dans le public. Son travail actuel l'obligeait apparemment à assister à des événements de réseautage. Quand elle a essayé de m'approcher après, la sécurité l'a poliment redirigée, pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'il n'y avait simplement plus rien à discuter. Toute cette expérience m'a appris quelque chose de précieux sur le fait de tester le caractère des gens avant de trop s'investir. J'avais toujours su que l'argent changeait la façon dont les gens vous traitaient, mais je n'avais jamais délibérément utilisé cette connaissance pour évaluer la vraie nature de quelqu'un. Juliette pensait qu'elle s'abaissait en étant avec moi. Elle pensait qu'elle pouvait faire mieux que quelqu'un qui conduisait une voiture modeste et vivait simplement. L'hélicoptère n'a pas prouvé que j'étais digne d'elle. Il a prouvé qu'elle n'a jamais été digne de moi. Je suis reconnaissant pour tout cela maintenant. La condescendance, l'humiliation publique, même les commentaires suffisants de Stanislas sur le fait de connaître ma place. Ils m'ont montré exactement qui étaient ces gens quand ils pensaient que je ne pouvais rien y faire.